ces cellules d'énergie, d'action concentrée, cette danse et le montage avec le mot, en les mettant ensemble, une espèce de synchronisation, et en même temps capable, à travers l'abstraction du langage, de vous évoquer quelque chose, l'histoire d'un certain Édipe, l'histoire d'un certain Simbad qui était un marin, l'histoire... Et vous tenir dans sa main et en même temps éveiller toute l'expérience personnelle, la biographie du spectateur. Et le véritable théâtre atteint un but. Le but est de comment créer pour le spectateur un dialogue avec lui-même, avec elle-même. Or, dans toutes les cultures, les acteurs ont appris ce métier en transformant leur corps, en le stylisant, en le altérant, en le transformant en quelque chose d'artificiel. Toujours, regardez les danses traditionnelles, tous les mouvements ne répondent pas aux mouvements, dirais-je, privés habituels que nous faisons. Il y a, quand on était à Elgola, j'ai tout le temps ces gens dansaient sur le pied, je ne peux pas le faire car mon équilibre le permet, mais tout le temps elle était là avec sur un pied. Et c'est justement cette stylisation qui fait qu'on transforme le corps et cette danse frappe la perception du spectateur. Tout cela a été ce que nous voyons dans l'histoire du théâtre. La stylisation dans le théâtre japonais, le kabuki, en Chine, partout. En Europe, nous avions quelque chose que nous pouvons reconstruire seulement à travers les illustrations de la commedia dell'arte. Vous voyez ces positions très déformées, on dirait, de la gesticulation ou de l'attitude humaine, l'attitude sociale humaine. Donc cette stylisation, nous la possédons encore en Occident grâce au ballet classique. C'est extraordinaire la manière comme cette déformation a transformé le poids, la force de gravité en quelque chose qui fait presque voler. Cette légèreté de la danseuse et des danseurs. C'est-à-dire, vous voyez comment cette technique, ce savoir-faire donne une capacité à l'acteur-danseur de frapper la perception du spectateur, de le faire vivre physiquement à lui-même. Cette empathie, on l'appelle, cette empathie, c'est l'esthétique, excusez le terme scientifique. À quoi consiste la grande révolution du théâtre au XXe siècle? Consiste dans le fait que soudain arrive une forme de spectacle qui n'a pas besoin de la présence de l'acteur. Le cinéma qui vient d'être inventé a besoin d'une image. Et l'image a toute une autre priorité. Et c'est la photogénie. Vous pouvez être même un être qui n'a pas de tout de présence, mais vous êtes photogénique. Et ça fonctionne au cinéma. Donc, soudain, le théâtre qui était là c'est l'unique forme d'un entretien s'est trouvé en minorité. Le théâtre est devenu une forme spectaculaire minoritaire aujourd'hui, grâce au cinéma, à la télévision et tout, le développement technologique que vous connaissez très bien. Et ça va devenir encore de plus en plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle. Le théâtre va presque disparaître, mais pas du tout. Parce qu'il y aura toujours des gens. Parce que ce que c'est, un être humain, quand on parle d'un corps-esprit, dont parlait Jean-Marie,
Le corps humain, c'est une mémoire et une blessure. Et il reste toujours des personnes qui veulent se rappeler, évoquer quelque chose. Et aussi exorciser leurs blessures. C'est pour ça que le théâtre va rester peut-être comme une espèce de forme très petite, mais ça va être fondamental dans la société. Quand le cinéma arriva aussi un homme qui s'appelait Stanislavski. Il était un amateur, il n'était pas un professionnel. Donc, il avait toute autre expérience et surtout aspiration, aux besoins, aux nécessités, aux obsessions quand il faisait du théâtre. Pour lui, le théâtre, c'était la profession de la cohérence. Lui, il avait une vision éthique, profondément éthique, du théâtre comme un véhicule pour illuminer le peuple. Ça, il faut connaître très bien la situation en Russie, de l'orthodoxie russe. Il y a une secte spéciale dans cette orthodoxie qui croit que la beauté peut illuminer le peuple et l'amener vers une forme d'éducation spirituelle et culturelle. Vous vous rappelez la grande phrase de Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde. Donc c'est justement Dostoïevski comme Stanislavski, ils croient dans cette orthodoxie, même s'ils sont laïcs, ils ont été imprégnés par cette vision que le théâtre a une mission éthique d'illuminer le peuple par la beauté. Bon, mais comment ils ne veulent pas que les acteurs imitent ce que stylisent? Ils veulent une espèce d'authenticité. Ils ne commencent pas à répéter la transmission du savoir qui avait été utilisé jusqu'à ce moment-là, où on imitait ce que faisaient les autres acteurs spécialisés dans certains rôles. Et ensuite, les jeunes, en imitant, développaient cette manière, le rôle dans lequel ils étaient spécialisés. Non, ils cassent avec cette tradition et ils inventent une autre manière. Et ce sont avec des exercices. Alors la demande la question est, qu'est-ce qu'avoir un exercice? Qu'est-ce que c'est qu'un exercice? Un exercice, c'est une espèce de formule dramaturgique, mais pas au niveau narratif. Il y a une dramaturgie narrative, c'est-à-dire toute une série de changements dans une histoire qu'on raconte. C'est ça, la dramaturgie narrative, qui est faite de péripéties, comme disait Aristote. Qu'est-ce que c'est une péripétie? C'est un changement. Mais qu'est-ce que fait un acteur quand il sur scène, un danseur? C'est-à-dire la capacité de l'acteur de manipuler, de faire un montage de ces trois langages, ces trois possibilités de communication. Le texte de l'auteur, qui ne lui appartient pas, qu'il apprend par cœur. Ensuite, la sonorité. Comment il est ce texte? Il peut parler de cette manière. Il peut parler de cette manière. C'est-à-dire la sonorité peut avoir une grande influence sur la communication au niveau émotionnel. Donc, la sonorité, c'est la seconde langue. Et à la fin, c'est l'action physique. Comment il reste sur la même place et en même temps il fait quelque chose qui agit sur la perception et sur le système nerveux des spectateurs. Donc l'acteur fait tous ces trois, avec ces trois possibilités physiques qu'il développe. C'est qu'ils font les réformateurs du théâtre, Stanislavski, ensuite Meyer, Corday, ensuite Vakhtangov, et ensuite Mikhail Tchekhov, et ensuite Coupeau en France.
il travaille sur le corps à un niveau pour l'intensifier dans la communication. Alors, cet exercice ne sont pas généraux, ne sont pas universels. Chaque metteur en scène, chaque personne qui s'est assumée dans une école ou de manière individuelle, chaque personne qui s'est assumée la responsabilité d'éduquer des jeunes dans le métier a utilisé des exercices. Et moi-même, quand j'ai commencé à faire du théâtre, et j'ai commencé à faire du théâtre avec des amateurs, je me suis trouvé vis-à-vis à la tâche de les éduquer.